Ah, vivre en ville. La congestion, le bruit, la pollution, la chaleur. C'est moi ou c'est pas la première place où j'aimerais vivre? Ah, ici c'est mieux, vous ne trouvez pas? Tous ces irritants me semblent bien loin maintenant. Pourtant, on est dans la même ville. C'est qu'ici, comme ça, à pied, je peux comme pas faire grand-chose. Les distances sont trop grandes, puis on dirait que je me sens comme pas à ma place. Je dois suivre les trottoirs quand il y en a, puis ça me prend une éternité pour traverser ces énormes boulevards. Pourtant, je vais juste aller m'acheter une crème glacée là-bas. Ah, puis laisse donc faire, je prends ma voiture. Avez-vous deviné pourquoi il y a une telle différence entre les deux endroits? Ce que je vous ai montré là-bas, c'est pas une exception. C'est un type d'aménagement qu'on retrouve très souvent en Amérique du Nord. En fait, on a conçu ces endroits-là dans les années 50, 60, 70, quand la voiture est devenue vraiment à la mode. Et c'est encore souvent comme ça qu'on les conçoit. Leur objectif? Faciliter la vie de tout le monde en voiture. La voiture s'était perçue, et se l'est encore, comme un signe de modernité, de liberté. Et comme on a conçu tous nos environnements en fonction d'elle, ça fait que si on n'a pas de voiture, eh bien, c'est plus difficile. En même temps, c'est un type d'environnement tellement répandu qu'on se pose même plus la question. Eh bien, j'ai envie qu'on se la pose, la question, aujourd'hui. Sommes-nous dépendants des voitures? Bon, là, vous vous dites peut-être que le terme « dépendance » est un peu fort. On peut être dépendant à l'alcool, aux jeux, mais aux voitures. En fait, c'est plutôt une dépendance collective dont on parle. Un cercle vicieux qui nous contraint tous à adopter certains choix pour nos déplacements et notre mode de vie. On sait que les infrastructures induisent de la demande. C'est aussi simple que ça. Plus on produit d'autoroutes, plus on produit de grands équipements de transport, plus les gens les utilisent. Par ailleurs, on va rendre les territoires qu'on a rendus plus accessibles attractifs. Les gens vont vouloir aller s'établir là. Les promoteurs vont construire de nouvelles unités de logement. Il va y avoir des ménages qui vont s'établir plus loin de leur destination. Et là, on va générer effectivement une nouvelle demande, ce qu'on appelle typiquement la demande induite. C'est pourquoi on se retrouve avec ce type d'environnement un peu partout. Mais alors, on pourrait se demander, il est où le problème? Si tout le monde a une voiture, tout le monde va être content, non? Bon, c'est sûr que ça pollue, mais on a juste à électrifier toutes nos voitures et le tour est joué, n'est-ce pas? Eh bien, les impacts de notre dépendance à l'automobile seraient un peu plus compliqués que ça. En fait, les impacts environnementaux ne seraient qu'une des 5 branches d'une étoile complexe qui a des ramifications dans plusieurs aspects de nos vies, et qu'on possède une voiture ou pas. D'abord, il y a les impacts économiques. On parle des coûts de construction et d'entretien des infrastructures routières au niveau provincial. 7 milliards par année rien qu'au Québec. Dans l'état actuel des finances publiques et dans l'état actuel des budgets du ministère des Transports, il n'y a pas assez d'argent pour entretenir le parc des infrastructures que nous possédons présentement. Les infrastructures se dégradent plus vite qu'on est capable de les remettre en état. Et donc, il y a un déficit d'entretien qui est très, très net, qui va nous coûter de plus en plus cher parce que quand on ne répare pas, on est obligé de reconstruire. Et les experts ont dit, dans l'état actuel des choses, c'est pas vrai qu'on peut continuer à ajouter dans le parc infrastructurel et penser qu'on va être capable de remettre en état, donc de sauver les infrastructures qui sont déjà là. Mais les voitures, en fait, n'utilisent que très peu les routes qui sont à leur disposition. Elles sont stationnées plus de 90 % de leur temps. Cela crée des coûts importants pour les municipalités et les entreprises qui doivent leur créer des places de stationnement. Puis, il y a des coûts externes qu'on peut aussi quantifier. Des coûts sur la santé publique, la sécurité routière, sur les urgences environnementales, le système de justice. En tout, c'est 917 $ par habitant par année au Québec. Les coûts de la congestion routière, seulement à Montréal, sont estimés à 4,2 milliards de dollars par année. Puis il y a les coûts personnels, ce que ça vous coûte, vous et moi, pour posséder une voiture et la faire rouler. C'est en moyenne 8 000 $ par propriétaire de voiture par année au Québec. Ensuite, il y a les coûts sur la santé. On va bien sûr parler de la pollution, mais attention, on ne parle pas ici des gaz à effet de serre, mais bien des particules fines qui sont émises par les voitures et qui sont la première cause de smog. Près de 9 millions de personnes en meurent dans le monde à chaque année, ce qui en fait l'une des premières causes de mort prématurée avant même le tabagisme. Ensuite, il est bien démontré que les milieux plus dépendants à la voiture voient une augmentation de l'obésité dans la population, et donc des maladies chroniques. Quand on prend notre voiture, on ne marche pas et on ne fait pas de vélo. Puis, il y a la chaleur. Les îlots de chaleur urbains sont principalement causés par les surfaces asphaltées, comme les stationnements et les routes, mais aussi par les automobiles elles-mêmes qui dégagent la chaleur. Au Québec, en 2010, les vagues de chaleur ont causé 280 décès prématurés, et dans un contexte de changement climatique, ça n'ira pas en diminuant. Puis, on ne peut pas passer à côté du fait que les accidents de la route sont la première cause de mort accidentelle dans le monde. Des accidents qui impliquent une ou plusieurs voitures, mais aussi des piétons et des 2 roues avec des voitures. En effet, au Québec, les automobiles privées sont impliquées dans la moitié des décès des cyclistes et les 3/4 des décès des piétons. Puis vient le renforcement des inégalités sociales. D'abord, les inégalités de déplacement. Posséder une voiture coûte cher et ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens.
Puis ce n'est pas tout le monde non plus qui a la capacité de conduire. Pensons aux plus jeunes, aux aînés ou aux personnes handicapées. Si on veut faciliter la vie des populations, notamment les populations vulnérables, il faut travailler à réduire la dépendance à l'automobile. Réduire la dépendance, ça veut dire qu'on doit avoir d'autres alternatives que l'auto pour se déplacer. Il faut vraiment travailler sur les alternatives qui sont les plus accessibles économiquement, parce que c'est comme ça qu'on va avoir une contribution sociale beaucoup plus importante. Ensuite, les aménagements routiers créent souvent, même sans qu'on le sache, une forte ségrégation spatiale. Pensons au nombre de quartiers pauvres qui sont cloisonnés par des autoroutes ou de grands boulevards. Puis, l'automobile a bien sûr des impacts sur la qualité de vie de tout le monde. Le plus perceptible de ces impacts, c'est le bruit. En Europe, par exemple, on a déterminé que plus de 70 % de la pollution sonore était causée par les automobiles. Un impact moins perceptible maintenant, mais tout aussi important, c'est sur la dynamique sociale de nos collectivités. Un aménagement en faveur de l'automobile n'aurait pas tendance à favoriser un environnement comme celui-ci, mais plutôt un environnement comme ici, où on perd l'ambiance chaleureuse d'une rue commerciale et où il est plus difficile d'y faire des rencontres et de créer un sentiment d'appartenance. Finalement, le dernier mais non le moindre, les impacts environnementaux. D'abord parce que l'aménagement automobile utilise énormément d'espace, comme on peut le constater ici. Les véhicules sont de plus en plus gros et de moins en moins remplis, donc de plus en plus vides. Finalement, ce qui crée la congestion sur nos réseaux, c'est principalement du vide, des sièges vides. Donc, je pense qu'il y a lieu de se questionner sur améliorer l'efficacité de transport en augmentant la densité de passagers. Ce qu'on peut faire en mettant plus de monde à bord des véhicules ou offrir du transport en commun sur ces artères-là, évidemment. Je dirais que le même espace dédié à des piétons transporte plus de monde, dédié à du vélo va transporter plus de monde. N'importe quelle autre alternative va transporter plus de monde. Et comme plus de 30 % du trafic en ville est causé par des automobilistes qui cherchent des places de stationnement, ça prend du parking et beaucoup de parking. À titre d'exemple, l'espace dédié au stationnement à Los Angeles couvre une plus grande superficie que l'île de Manhattan. L'étalement urbain est la première cause d'empiètement sur les milieux agricoles et sur les milieux naturels, comme les milieux humides, les forêts, les cours d'eau. Ensuite, la fabrication d'une voiture, qu'elle soit électrique ou à essence, ça pollue beaucoup. L'empreinte qui est associée à la création du véhicule électrique, ça reste un produit technologique, comme nos téléphones, comme nos ordinateurs, c'est quand même exigeant en termes de ressources naturelles, en termes d'eau. Et finalement, on sait que les voitures à essence sont la première cause des changements climatiques. C'est pas rien quand même. Si on a des véhicules électriques, c'est seulement sur ce dernier aspect qu'on agit, celui des gaz à effet de serre. Alors quoi faire? Dans la hiérarchie des solutions qu'on doit implanter, il faut d'abord travailler à réduire le nombre de véhicules qui circulent dans nos territoires. Il faut réduire le nombre de kilomètres qui est parcouru en automobile privée. Il faut avoir des services de proximité, il faut avoir des alternatives de transport en commun, des modes partagés. Il faut favoriser les modes actifs. Puis après ça, les véhicules qui restent devraient être électriques. Bien sûr, les experts s'accordent qu'il serait irréaliste de souhaiter l'élimination complète des automobiles privées. Le territoire est grand, la densité de population ne permet pas partout l'implantation de transports collectifs et les véhicules vont toujours être utiles au transport de marchandises. Le point est plutôt de repenser cette hégémonie accordée à l'automobile depuis un siècle. Et pour une fois, la technologie pourrait nous donner un coup de main. Pour les voitures électriques qui resteront sur nos routes, l'autopartage pourrait représenter une véritable petite révolution, surtout dans les collectivités plus éloignées. Alors le bruit, la congestion, la pollution, la chaleur, est-ce que c'est une fatalité de la ville? Eh bien, quand on connaît le dénominateur commun, on peut assurément répondre « pas nécessairement ».